Au sommaire de ce 12h30, l'ouverture ce jeudi à Accra du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la création d'une monnaie unique et la situation sociopolitique dans la région ouest africaine. 1,883 milliards de francs CFA pour relocaliser près de 3000 familles victimes des pluies diluviennes de ces derniers jours. C'est l'une des décisions majeures prises hier en Conseil des ministres. Et puis la bande de Gaza, toujours sous le feu des raids israéliens. Après 3 jours de violence, le bilan est lourd. Plus d'une soixantaine de morts et plusieurs autres blessés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Quelques 3000 ménages comptant entre 20 000 et 30 000 personnes victimes des pluies diluviennes seront relocalisés. La décision a été prise hier en Conseil des ministres et l'opération va coûter 1,883 milliards de francs CFA. Aussi, les populations ayant déjà bénéficié des pécules lors des précédentes années sont enregistrées dans le fichier du ministère de la Construction. Elles ne bénéficieront pas 2 fois du pécule, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Et justement, pour parer à toute éventualité en cette saison pluvieuse, le gouvernement ivoirien avait au préalable recommandé aux populations installées sur les sites à risque de déguerpir au plus vite. Nos reporters Massokone et Patricia Omouetia se sont rendus à Séfi, Mosikro et Boribana, 3 zones à risque de la commune d'Atekoubé, pour constater l'application ou non des recommandations du gouvernement. Regardez. Atekoubé, quartier Diendé, Boribana, en passant par Séfi et Mosikro, le constat est le même. Malgré les campagnes de sensibilisation sur les mesures de déguerpissement des zones à haut risque, les populations refusent de quitter les lieux. Nous ne pouvons pas quitter ces quartiers. Si le gouvernement veut qu'on quitte ce quartier, qu'il nous trouve un coin où aller. Je ne sais pas où mettre la tête si je dois quitter ce quartier. La mesure d'accompagnement ne suit pas. Ceux qui sont déjà partis avant nous n'ont pas un lieu où partir. On est obligé de se débrouiller avec eux dans les maisons. Les autorités municipales de la commune, soutenues par le ministère de la Construction, entendent bel et bien déguerpir les populations de ces zones à risque pour leur propre sécurité. Opération qui a déjà débuté. L'État de Côte d'Ivoire a compris notre cri de cœur. Et Dieu merci, le lancement officiel de l'opération de démolition et de déguerpissement commence par Atekoubé. Aujourd'hui, nous avons 435 maisons détruites, soit 1798 personnes qui sont sans abri. Le ministère de la Construction est à la recherche de 850 hectares de terrain pour relocaliser les habitants de ce quartier précaire à très haut risque. Toujours au plan national, la lutte contre l'insalubrité poursuit son bonhomme de chemin. Récemment, l'ANASUR, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, a offert au Fonds national de la jeunesse du matériel d'entretien, un don qui vise à mettre à contribution la jeunesse ivoirienne pour un visage plus reluisant du district d'Abidjan. On en parle avec Mamadou Kouassi. Les jeunes de Côte d'Ivoire, désormais au cœur de la lutte contre l'insalubrité. Le Fonds national de la jeunesse FNJ veut faire des jeunes des acteurs clés de cette politique du gouvernement. Les jeunes d'obédience politique, ethnique et religieuse différentes seront sollicités pour mener des campagnes de salubrité à travers des actions de bénévolat ou de volontariat. On n'a pas besoin d'avoir une formation spéciale pour balayer devant chez soi, pour rendre son environnement sain. C'est une opération de sensibilisation tous azimuts que nous allons mener de concert avec l'ANASUR pour amener les jeunes à s'impliquer de façon forte dans cette politique de salubrité publique. Pour ce volet communautaire du FNJ, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, apporte son soutien. Elle met à la disposition du Fonds national de la jeunesse du matériel d'entretien, composé de brouettes, de poubelles, de râteaux et de pelles. On estime que la jeunesse, en tout cas, est un vecteur important et que les gestes de salubrité s'apprennent très tôt et ça permettra donc de changer les mentalités et les comportements des uns et des autres. Créé en octobre 2012, le Fonds national de la jeunesse a pour mission principale l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne et la promotion des valeurs civiques et citoyennes.
300 000 francs CFA, c'est la somme que vont percevoir à compter de ce mois de juillet 15 artistes qui ont fait les beaux jours de la culture ivoirienne. Parmi eux, la doyenne d'âge Ala Thérèse et son époux Ngoran Laloy, Adjé Daniel, Johnny Lafleur qui se remet progressivement d'une longue maladie et Rose Marie Guiraud. Ils ont reçu leur premier chèque hier mercredi 9 juillet à l'hôtel du district d'Abidjan et c'était en présence de Serge Coléa. Honneur et gloire aux artistes ivoiriens, ceux-là même qui ont écrit les plus belles pages de la musique et de la culture ivoirienne. Ils ont surtout tracé les sillons du chemin suivi par la jeune génération. La nation leur donne aujourd'hui toute la reconnaissance. 300 000 francs CFA de pension de retraite mensuelle pour 15 monstres sacrés. On peut citer entre autres Ala Thérèse, la déesse baoulée de la musique tradimoderne et Ngoran Laloy, d'après Stone, le crooner Yacouba, aujourd'hui victime de maladie, Johnny Lafleur, dont l'état de santé a mobilisé la Côte d'Ivoire, Marie-Rose Guiraud, la prêtresse ivoirienne de la danse, âgée de 70 ans aujourd'hui, Zachary Noël, l'auteur de Super Yohou, Anoma Broufélix, le maître du Wami, Eba Kajirom, Monsieur Trahison, Sorongana, le précurseur du Yakiana, Baïs Pinto, la voix d'or, Adjé Daniel et Ignace Salomo, les étoiles du théâtre ivoirien. Au total, 15 artistes qui ont connu la gloire et qui, pour beaucoup, sont aujourd'hui laissés pour compte. Le président de la République a décidé de protéger ces monuments en les mettant à l'abri de la main tendue. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a d'ailleurs appelé tous les Ivoiriens à saluer ce geste inédit en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Ce sont des artistes qui ont servi la Côte d'Ivoire sans rien attendre parce qu'ils faisaient ce art avec amour. Ces artistes sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle le troisième âge. Ils ne peuvent plus jouer et leur vie se dégrade, ce qui n'est pas normal. Et un État doit être reconnaissant à tous ses serviteurs. Si les fonctionnaires ont une pension de retraite, pourquoi ces grands artistes qui ont servi la Côte d'Ivoire n'auraient pas eux aussi une pension de retraite? C'est le dossier que j'ai plaidé devant le chef de l'État, qui est sensible à décider d'octroyer une pension à ces artistes. Les 15 artistes ont reçu leur premier chèque. Il en sera ainsi tout le long du mandat du président de la République, a indiqué le ministre Maurice Kokou-Bandama. Ces anciennes gloires ont été choisies sur la base de critères définis par un comité scientifique. La liste va s'élargir, a indiqué le ministre Bandama, pour aider le maximum d'artistes qui ont porté haut le drapeau de la culture ivoirienne à passer de vieux jours sans difficulté. Une bonne nouvelle en tout cas pour le monde culturel ivoirien. Des raisins qui poussent sur le sol d'un pays tropical, la Côte d'Ivoire, c'est possible. Ce fruit que l'on croyait prospérer sur les sols des zones froides est désormais cultivable sous nos cieux. C'est la trouvaille d'un jeune agriculteur de Gabia, c'est dans la région d'Oumé, et il se dit prêt à produire des grappes de raisins à grande échelle pour la commercialisation. Allons à sa rencontre dans ce reportage signé Franck Quadio. Gabia, une localité à une dizaine de kilomètres de la ville d'Oumé. Dans cette zone cacaoyère, un jeune du village tranche avec les habitudes culturelles. Chaque matin, cet ancien citadin retourné à la terre cajole maternellement ses grappes de raisin. Augustin a en effet décidé d'expérimenter la culture du raisin dans la cour familiale. C'est à Yamsoukro, j'ai découvert la vigne. Quand je donnais des cours à domicile chez un blanc, mon fils bouffait souvent le raisin. Et un jour, j'ai goûté, c'était intéressant. Et je lui ai demandé, il m'a dit que c'est ça on prend pour faire le vin. Et donc, j'ai gardé les grains qui s'y trouvaient. Et donc, il m'a dit non, les grains ne poussent pas. Et il m'a montré des techniques, comment il faut planter. Et donc, j'ai appliqué ces techniques. Une expérience heureuse, sa technique, cultiver les plants de raisin dans cette maison inachevée et ensuite les laisser grimper sur cet échafaudage adapté. Déjà quelques graines récoltées, mais Augustin vise plus haut. On fait des kilomètres carrés de vignes, mais il faut les moyens suffisants. Faire de Gabia une zone où prospère la vigne
L'ambition paraît ardue, Augustin en a conscience, il aimerait bien être soutenu. J'ai l'idée, je préfère même qu'on m'amène dans un centre de formation tel que Sénara ou bien Anader pour qu'ils puissent me perfectionner encore de plus. La vigne pourra vraiment être très important pour la région parce que c'est une première fois, hein. C'est un miracle de Dieu, donc ça pourra beaucoup intéresser en tout cas les villageois. La vigne, notons-le, se plante dans un sol sec, voire caillouteux. Cette culture déteste l'eau stagnante et pousse bien dans des endroits ensoleillés à l'abri de vents forts. Des informations qui ont poussé Augustin à tenter l'expérience. Et aujourd'hui, tout un village fonde espoir en sa trouvaille. En bref et en images, c'est aujourd'hui que s'ouvrent à Accra les travaux du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'ordre du jour figure en bonne place l'adoption d'une monnaie unique, la question de la propagation du virus Ebola et l'actualité sociopolitique de la région ouest-africaine, faite de violence avec la question du MNLA au Mali et de Boko Haram au Nigeria. Rappelons que le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté hier son pays pour le Ghana, où il prend également part à ses travaux. Le Soudan du Sud a célébré ce 9 juillet son 3e anniversaire, un événement qui survient dans l'horreur de la guerre. Le conflit entre les hommes de l'ex-vice-président Riek Machar et du président Salva Kiir dure maintenant depuis 7 mois. En grande pompe, le Soudan du Sud accède à l'indépendance. Il devient le 193e membre de l'Organisation des Nations Unies et le 54e État du continent africain. Un moment d'espoir pour le peuple sud-soudanais. 3 ans plus tard, l'espoir cède la place à la désillusion. La représentante de l'ONU au Soudan du Sud accuse de corruption l'élite du pays. Elle lui attribue la responsabilité de la crise qui mine depuis près de 7 mois la plus jeune nation du monde. Ce qui s'est passé depuis le 15 décembre jusqu'à aujourd'hui aurait pu être évité. Ce qui a précédé la crise était très dangereux et quelques-uns d'entre nous avaient prévenu que cela pourrait conduire à des violences ethniques. Depuis le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud est déchiré par une guerre entre les soldats de l'armée fidèles au président Salva Kiir et les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar. La guerre s'accompagne de massacres ethniques et d'atrocités. Elle a déjà fait plusieurs milliers de morts et le pays est menacé de famine. Les enfants sont les principales victimes de cette situation. Un enfant souffrant de malnutrition sévère a de fortes chances de mourir. À l'heure actuelle, nous estimons qu'en 2014, principalement à cause des dissensions internes, environ 235 000 enfants souffriront de malnutrition chronique. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Sur le front humanitaire, comme sur le terrain politico-militaire, le tableau est bien sombre au Soudan du Sud, 3 ans après sa naissance. Le président sud-soudanais Salva Kiir appelle le chef des rebelles Riek Machar à reprendre des discussions de paix pour sortir le pays de la crise. En Palestine, la bande de Gaza est toujours sous le feu des raids israéliens. Après 3 jours de violence, le bilan est lourd. Plus d'une 60aine de morts et plusieurs autres blessés. Le président Mahmoud Abbas demande une protection internationale. Sur ordre de Benyamin Netanyahou, l'opération Bordure protectrice contre la bande de Gaza a gagné en intensité. Selon le porte-parole de l'armée, 160 raids ont été menés la nuit dernière, portant à 430 le nombre d'attaques visant des QG du Hamas, des tunnels et des maisons de dirigeants. Un commandant local du djihad islamique et 5 membres de sa famille ont trouvé la mort dans la destruction de leur domicile à Beth Hanoun. De sources hospitalières, le bilan humain de ces attaques est en constante progression. Déjà plus d'une 30aine de morts, dont nombre de civils, femmes et enfants, et près d'une 100aine de blessés. Selon le ministre de la Sécurité publique, l'offensive risque de ne pas en rester là. Nous n'arrêterons pas. Ils vont d'abord recevoir un gros coup par air et par mer. Et s'il faut une intervention au sol, il y aura une intervention au sol. Toutes les options sont ouvertes, mais nous ramènerons le calme. Pour éviter à sa population désarmée et désemparée de s'enfoncer un peu plus dans l'enfer des bombes et des destructions, le président de l'autorité palestinienne a lancé un appel au secours en urgence.
Il est grand temps pour la communauté internationale, en particulier pour le Quartet et le Conseil de sécurité, de prendre leurs responsabilités et de garantir une protection internationale à notre peuple. De son côté, le Hamas poursuit et revendique les tirs de roquettes contre les villes israéliennes, y compris Tel Aviv et Jérusalem, des projectiles qui entraînent des mouvements de panique, mais sans faire de victimes, puisqu'ils sont le plus souvent interceptés par le bouclier antimissile de Tzahal. Ce que la résistance a montré aujourd'hui est une infime partie de ce qu'elle a dans sa besace. L'ennemi doit cesser complètement son agression contre le peuple palestinien, sinon la résistance répondra férocement. Avec le rappel de quelques 40 000 réservistes et en l'absence de médiation extérieure, l'offensive israélienne pourrait déboucher sur une incursion dans la bande de Gaza et l'installer dans un conflit long et meurtrier. Enfin, on connaît désormais le deuxième pays à rejoindre l'Allemagne dimanche pour la finale du Mondial 2014. Il s'agit de l'Argentine qui s'est qualifiée hier après une séance de tir au but face aux Pays-Bas, 4-3. Voilà, c'est ici que prend fin ce 12h30. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres informations.